bonsoir, bienvenue dans ce numéro. C'est votre frère Olivier Wembo, fils du pays. On est venu aujourd'hui de vous parler un peu de l'actualité de l'ère de notre pays. Et j'ai le réel plaisir de recevoir M. Blaise Kousseka. Il est politologue et philosophe, chercheur à morale. Donc c'est avec lui que nous allons parler un peu aujourd'hui sur le point qu'on a retenu. Bonjour Monsieur Blaise Kousseka. Bonjour. Le plaisir est pour moi de vous recevoir aujourd'hui dans notre plateau. Pareillement. Donc on va un peu parler de la politique de notre pays. Et comment vous allez, comment vous portez dans ce pays? Nous allons très bien, par la grâce de Dieu, et on est là. Quoique un peu inquiété par la situation liée à la disparition de cette éminente personne, Mosengo. D'accord. Et ça nous a fortement inquiétés. Mais la vie continue et voilà, nous sommes toujours à votre disposition. D'accord, comme vous venez de l'invoquer, nous allons aussi parler de la disparition de l'évêque Mosengo, cardinal, qui venait de nous laisser. Connaissez-vous particulièrement M. Mosengo? Oui, je le connais, plus par ses amis. D'accord. Ses amis, j'ai eu l'occasion d'être très près de ses amis d'enfance. Par exemple, le professeur Martin Kouzenzama, avec qui ils ont étudié ensemble à l'université. Et ils ont fait aussi les mêmes études universitaires et post-universitaires. Ils étaient des théologiens et après ils ont fait aussi, ils se sont orientés aussi en exégèse ensemble. Et quand j'ai fini les sciences politiques, je me suis intéressé à la philosophie. Et pendant que je cherchais, quand j'ai commencé mes recherches en morale fondamentale, alors j'ai eu l'occasion, comme par hasard, de parler, de poser des questions sur Mosengo auprès de son ami Martin Kouzenzama, qui est un grand théologien, docteur en théologie depuis 1974 ou bien 74 chez nous. Et il m'a parlé un peu à long et à large du monsieur. Et puis j'étais aussi ami au professeur Bruno Mopinganaï, qui était président de la commission chargée des questions financières pendant les conférences nationales. Et j'avais aussi posé la question auprès du professeur sur Mosengo. Et puis évidemment, il y a le Monseigneur Plevout, qui était notre accompagnateur spirituel à la paroisse universitaire à Kinshasa, qui me parlait souvent de lui. Donc j'ai au moins une idée assez profonde sur la personne. Ok, merci beaucoup. Bon, en tant que chercheur, que retenir de l'illustre disparu? Quelles sont les valeurs que la génération montante peut hériter du cardinal Mosengo? Vous pouvez dire quelque chose à propos de ça, et si vous pensez qu'il faut hériter quelque chose venant de lui? Bien sûr, et merci beaucoup pour la question. Surtout avec cette crise combien profonde que nous traversons, une crise de leadership, une crise effectivement des personnes. Nous manquons de bons animateurs de la société. Et si nous n'arrivons pas à parler tant soit peu de Mosengo, tant sur ses qualités que sur ses défauts, ça sera une perte énorme, surtout pour la jeunesse. Que dire de Mosengo au regard de du peu que nous pouvons connaître de lui? C'est que c'est un monsieur qui est né un certain 7 octobre 1939. Et il a étudié, il a fait ses études secondaires au petit séminaire de Bokoro. Et il a fait ses études
universitaires. Il a commencé ses études universitaires au grand séminaire de Kabwe au Kasaï. C'est là qu'il a appris les Chiluba. Il parle couramment Chiluba. Ah bon? Il parlait couramment Chiluba. Et après les études philosophiques, il a fait la théologie, ordonné prêtre en 1963. Ah, c'est sa biographie comme ça. Yeah. Et après, il est allé à Rome pour des études doctorales en théologie. Et voilà, il a pris le temps d'étudier à Rome, d'aller en Israël pour des études d'exégèse. Donc, pour faire des études d'exégèse, il est souhaité, ou bien c'est une contrainte d'étudier d'abord les langues dans lesquelles la Bible a été écrite. Il faut étudier les langues dans lesquelles se trouvent les textes originaux de la Bible. D'accord. Notamment les Grecs. Les textes originaux de la Bible se trouvent d'abord en hébreu, la langue d'Israël, l'Ancien Testament, et après l'araméen, la langue que Jésus parlait, du côté de Bethléem où il a grandi, et après c'est les Grecs. Puisqu'on parle aussi des Grecs en Israël. Il y avait beaucoup de Grecs en Israël et toute cette partie-là était dans la même colonie à l'époque, la colonie romaine, et les peuples de la même colonie se fréquentaient. Et on trouvait beaucoup de Grecs en Israël. Et ce qui fait que même des Saint-Paul, après avoir évangélisé dans leur pays, Israël, ils sont allés pour de très grandes actions évangéliques en Grèce, notamment à Corinthe, qui est une belle cité, une cité bien mouvementée. Et il a écrit des épîtres à Corinthe et tout, chez les Galates et tout, donc pour dire qu'il y a beaucoup de textes originaux qui sont en grec. Et la grande partie c'est en hébreu, mais aussi en araméen, la langue que Jésus parlait lui-même. Alors, pour faire des études d'exégèse, il est demandé à maîtriser au moins une de ces trois langues. Mais curieusement, Mosengo, lui, va s'hasarder à apprendre les trois langues. L'araméen, l'hébreu, les grecs. Et il s'exerçait à le parler couramment. Alors, ce qui fait que pendant des grands travaux fondamentaux de la Bible à Rome, il était devenu incontournable, puisqu'il y en a qui ne connaissaient que les Grecs. Il y a des exégètes qui ne connaissaient que, il y a des exégètes qui ne connaissaient que les Grecs. D'autres ne pouvaient connaître que l'hébreu. Certains d'autres pouvaient connaître que l'araméen. Alors, maintenant, à lui seul, il connaissait bien les trois. C'est-à-dire, dans tous les travaux importants, dans toutes les études approfondies importantes de la Bible, il était vraiment incontournable. Et déjà vers les années 70, à Rome, il y avait une maxime qui avait vraiment fait écho. Et on disait, il y avait une phrase qui faisait beaucoup, qui avait pris un peu de l'apogée, beaucoup de succès dans le milieu du Vatican. On disait, ce que dit Laurent, c'est ce que fait l'Église. Ça c'est bien. C'est ce que les gens aimaient dire, puisque il avait souvent raison dans ses orientations, dans toutes les questions qu'ils avaient, toutes les discussions qu'ils avaient, ces orientations prenaient toujours les dessus. Alors finalement les gens disaient, ce que dit Laurent, c'est ce que fait l'Église. Et il était vraiment polyglotte, puisqu'il connaissait bien les langues anciennes. Et après, il s'est mis à apprendre d'autres langues. Donc, il parlait toutes les langues officielles du pays. Donc, les Chiluba, les Swahili, il était avec Kisangani, et aussi les Kikongo. Et pour ne pas parler du Lingala, qu'il maîtrisait profondément. Et la totalité des langues qu'il a apprises et qu'il parlait couramment, ça faisait 14. Donc, il était polyglotte. Et ce qui a fait que ses capacités intellectuelles, morales et spirituelles
ont fait qu'il puisse être pressenti comme pape, surtout après la démission du pape Benoît XVI. Puisque ça faisait beaucoup d'années que le pape ne sortait que de l'Europe. Alors finalement, après la démission du pape Benoît XVI, il était envisageable que le pape vienne quand même d'une autre contrée. Et Monsengo était vraiment mieux placé pour succéder à Benoît XVI. Et surtout que Benoît XVI l'avait invité à 2010 pour animer une retraite papale annuelle. Donc une retraite papale annuelle, je pense à 2010, c'est lui qui a animé cette retraite à tous les cardinaux du monde entier, dont le pape lui-même. Alors, et je vais vraiment demander les amis à lire les textes de cette retraite-là. C'était publié, j'ai trouvé l'ouvrage chez le père de Saint-Paul, et des très belles réflexions. Il parle en profondeur du signe de la croix, comme révélant les prédispositions de son efficacité et de son existence, une symbolique très importante. Donc il a démontré des choses vraiment profondes et intéressantes dans la vie des foi. Et ce qui fait que quand le pape Benoît XVI a démissionné, et finalement c'est un Américain qui a été élu, quelqu'un du Sud-Amérique. Et puisque lui était aussi pressenti valablement, et le pape actuel, le pape François, ne l'a pas oublié, il l'a rapproché pour faire de lui membre du C9. Donc un conseil de 9 cardinaux dans le monde, les 9 cardinaux qui siègent pour décider des questions capitales liées à la marche de l'Église. Donc dans le monde, parmi les 9 cardinaux choisis, il faisait partie. Et ce n'était pas rien. Donc c'était pour la première fois qu'un Africain puisse accéder à ces noyaux les plus restreints du pape. Et à part ça, les papes actuels avaient besoin de réformer le gouvernement du Vatican. Ils avaient besoin de réformer beaucoup de choses dedans. Il fallait nommer un conseil d'experts qui devait étudier les modalités de la réforme institutionnelle de l'Église. Il faisait aussi partie, je pense, de ces 10 cardinaux, 10 au moins des 10 qui étaient choisis pour faire des études liées à la réforme du Vatican en tant qu'institution. Donc c'est quelqu'un qui pesait vraiment beaucoup dans l'Église catholique. Et on voit bien que le pays vient de perdre une bibliothèque. Et vous entendre parler, vous connaissez assez bien la personne, l'illustre a disparu. Est-il évident que le pays puisse lui décorer en tant que chancelier d'ordre national? Vous pensez si le président raisonnait une fois encore de plus? Est-il évident? Non, en fait, nous tenons beaucoup à des titres honorifiques, même des titres glorifiques. Hein? C'est pas ça qui vaut. C'est pas ça qui vaut. Ce qui vaut en premier, c'est ce que la personne est. Le fait que nous puissions parler de lui maintenant là, c'est pas rien. C'est déjà une matière. C'est une matière qui, surtout dans cette situation de crise profonde de leadership que nous connaissons dans notre pays, lui c'est un modèle. C'est un modèle. Et les critériums pour des titres historiques particuliers reposent sur la réussite, je peux dire, salvifique d'une situation sociale grave. Si par exemple vous étiez dans une situation de colonie, ceux qui vont militer pour que vous puissiez passer de la colonisation à la liberté, l'agent principal de cette lutte-là, puisque vous êtes passé d'une étape quelconque, des misères par exemple, à une autre étape, les militants de cette étape-là peuvent être, ou bien le plus grand peut être élevé au rang d'un héros pour avoir mené une lutte au risque de sa propre vie, et vous en tirez effectivement profit. Vous voyez, par exemple Lumumba, il a fait chaud pour que le pays sorte de l'esclavage en quelque sorte. De l'esclavage. Et effectivement, nous sommes partis de l'esclavage, bien de la colonisation, à la souveraineté.
tel que souhaité par le même, ou bien à la liberté. Et puisque c'est un pari qui a été gagné, c'est lui qui a été pressenti comme ayant joué le plus grand rôle dans la libération du pays, et pour en mourir, voilà, il peut être honoré, élevé à un certain niveau. Mais mener une lutte remarquable, une lutte importante, voilà, qui peut aussi sauver sur le plan psychologique, sur le plan mental, mais qui n'arrive pas à un aboutissement palpable, voilà, ne nécessite pas nécessairement de titres glorifiques ou bien honorifiques et tout, mais ça vaut la peine que nous puissions en parler. Donc pour dire que personnellement en Afrique, je suis un peu contre les collations un peu hasardeuses, les décorations, voilà, je suis un peu contre. Il faut bien qu'il maîtriser aussi la situation politique de notre pays. Bien sûr, tout ceci on peut me parler un peu de son parcours politique. Oui, c'est vrai. Du point de vue politique, il est connu lors de la convocation de la conférence nationale. D'accord. Mobutu avait rendu public son souhait de pouvoir démocratiser finalement le pays. Et après, cette démocratisation du pays ne pouvait pas se faire par lui-même. La société civile avait voulu une rencontre nationale où tout le monde devait s'asseoir pour parler des choses du pays et réorienter les choses dans une nouvelle donne. Une nouvelle donne documentée, voulue par tout le monde. Et non pas, et non pas par les dictateurs seuls. C'est pourquoi la conférence nationale était convoquée. Et quand la conférence nationale était convoquée, il y avait un pasteur qui était choisi comme président de ces assises. Je pense qu'il s'appelait pasteur Moulamba, je crois. Moulamba. Mais les gens passaient 1 ou 2 mois d'échange. Les travaux n'évoluaient pas. Il allait de coq à l'âne, les assises n'étaient pas orientées. D'accord. Et c'est alors que Moussem va intervenir. Pour dire, nous sommes en train de tourner un peu à rond. Et cette conférence, ou bien ces assises, doivent nécessairement être tournées vers le passage de la dictature vers la démocratisation du pays. Ça signifie que le pays a été dirigé bientôt 30 ans par un individu. C'est l'individu qui dirigeait de par lui-même. Un régime autocratique. Et aujourd'hui, nous devons passer de l'autocratie vers la démocratie. Vous voyez, la démocratie signifie que ce n'est pas un individu qui a le monopole du pouvoir, qui dirige de son gré. Ce n'est plus ça. Nous devons passer à la démocratisation du pays. C'est-à-dire que c'est la constitution, c'est la loi. C'est la loi qui gère les institutions, c'est la loi qui est la référence de toutes les actions et pour le président de la République et pour toutes les instances inférieures. Donc ce n'est plus un individu qui dirige les pays, la gouvernance du pays est déjà programmée, prise en charge par la loi. Et ce discours avait vraiment frappé les gens, cette démonstration avait frappé les gens, ce qui fait que les gens avaient voulu qu'il y ait réélection, renouvellement même du bureau qui devait conduire les travaux de la conférence nationale. C'est par là que lui, finalement, sera choisi d'ailleurs comme président de la conférence nationale. Et disons, l'argumentaire déjà qu'il avait posé avait déjà donné la direction qui devait suivre les travaux. Donc ce n'était pas rien. On a déjà senti son importance et partant des capacités intellectuelles qu'il avait. Ainsi, les travaux de la conférence nationale étaient très bien orientés. Ouais. Il y avait des commissions justice et paix, justice et réconciliation et tout. Beaucoup de commissions jugées au bien mal acquis, des commissions jugées à ceci, à cela. Et ils ont fait un travail profondément magnifique. Et c'est là, après du succès, M. Blaise Kousseka, vous êtes politologue de formation, vous maîtrisez au moins la
la situation politique de notre pays, bien que vous n'êtes pas sur place au pays. Mais comment pourriez-vous faire l'état général de la nation depuis la cession du président Félix Tshisekedi au pouvoir? Donc j'aurais préféré qu'on puisse mélanger pour comprendre que tous les Congolais de père et de mère, comme vous pouvez le constater. Donc tous le moi lingala et puis moi français pour l'audience et la population. Ok. Moi le charisme que elinga les choses pour na mosengo avant tout qui n'est na sujet ya mibale Italie évaluation ya mandat ya mokonzi mboka. Et loko mutu ya o marqué biso sous na vie ya mosengo jali ki mosengo azali congolais. D'accord. Dans le sens que il était sorti du patrimoine provincial bien linguistique. Tout autour de lui, donc il n'était plus, ça c'était vraiment des futilités. Donc au stade actuel des choses, il faut prendre contact que j'appartiens au pays. Je suis déjà sorti d'un cercle restreint de ma collectivité, de mon territoire, de ma province, de ma tribu, tout, s'ouvrir réellement et pleinement à la République. C'est une donne très très capitale. Et puis il y a aussi une autre note capitale de Mosengo, c'est que c'est la modération. D'accord. La modération, c'est quelqu'un qui a beaucoup étudié. C'est quelqu'un qui était souhaité par l'opinion nationale pour qu'il devienne même président de la République. Vous voyez? Alors, mais lui n'était pas agité. Il n'était pas agité, il ne s'est pas empressé, il n'a pas voulu se brûler pour une fonction. Ça pouvait venir ou ne pas venir. Voilà, il n'était pas enfermé dans une fonction, par exemple. C'est très important, puisque la recherche d'une fonction, la recherche d'une élévation coûte beaucoup sur l'homme, sur plusieurs points, que ce soit moral. Envisager une fonction peut conduire, si tu n'es pas fort, peut conduire une personne à se brûler moralement, à se brûler déontologiquement, à se brûler même spirituellement. On peut arriver même à hypothéquer sa propre personne, à hypothéquer sa propre dignité, à hypothéquer même sa propre spiritualité, à hypothéquer même son propre pays, puisqu'on veut jouer un certain rôle. Alors, aborder une ambition aussi grande comme celle de la présidence de la République, avec modestie, avec équilibre, ne pas s'agiter et tout, c'est très important. Il voulait bien le devenir, il pouvait bien le devenir, mais il ne s'est pas agité. Et d'ailleurs, il a renoncé à ça toutes les fois qu'on a voulu le lui présenter. C'est une donne très très importante. Très bien. Et il y a aussi un autre aspect qui m'avait aussi intéressé. Je vais t'en donner sous forme d'une anecdote. C'est qu'il y avait un curé à Kinshasa qui avait refusé les sacrements de première communion à un enfant. L'enfant n'avait pas totalisé le nombre d'heures, le minimum proposé pour passer au sacrement de la communion. Et les parents de l'enfant tenaient à ce que l'enfant puisse recevoir sa première communion. Ils sont allés voir les cardinals dire voilà, le curé a exclu l'enfant, l'enfant a suivi les malongi, mais voilà, moi, on a recoulé. Alors, le cardinal a demandé au curé d'aligner l'enfant. Et le curé a refusé d'aligner l'enfant. L'enfant n'a pas reçu sa première communion et moi aussi on n'en a pas fait un problème. Il n'en a pas fait un problème et puis voilà, il pouvait se sentir humilié, mais il a laissé le curé agir pleinement de son pouvoir, mais tout en étant subalterne. C'est quoi la leçon à tirer à ce niveau? C'est très important en matière de gouvernance, surtout en tant que politologue et chercheur en morale fondamentale. Les abus du pouvoir. Les abus du pouvoir. C'est un exemple très important. La personne humaine, souvent, quand on n'est pas très bien discipliné et qu'on est dans une position de supériorité, on abuse un peu de trop de son pouvoir envers ceux qui sont les subalternes. C'est un risque, c'est un grand danger. C'est très important, surtout pour la jeunesse qui aspire à des fonctions politiques et tout. Il faut considérer tout le monde dans l'exercice de son pouvoir, même si il est inférieur à toi. C'est très important. Et pour revenir à ta deuxième question, ma deuxième question, l'état des lieux, du gouvernement, l'arrivée du président de la République au pouvoir. Ce qui convient d'être dit, c'est que jusque-là, nous sommes dans une situation profondément déplorable. C'est-à-dire, nous ne voyons pas les raisons
ou bien nous ne voyons pas jusque-là des résultats significatifs, voire positifs, liés à ce nouveau régime. Par contre, nous sommes en train de reculer. Nous sommes en train de reculer. Le pouvoir d'achat a trop baissé. Le pouvoir d'achat a trop baissé. La monnaie a beaucoup reculé. Et nous sommes aussi en danger du point de vue cohésion nationale. Les gens sont en train de parler de tribalisme, hein, du fait que voilà, les fils de Tshisekedi essaient d'entourer plus les gens de sa tribu et tout, et ça fragilise un peu notre cohésion nationale. Et puis ce qui est plus grave, c'est les taux de mortalité, disons, liés à la criminalité. Ce qui fait la République, c'est d'abord le sol et la vie humaine, la population. Il faut avoir un sol et il faut des populations, il faut avoir des populations, le peuple. Donc, l'action gouvernementale a pour priorité la protection du territoire national hérité de nos ancêtres et puis l'organisation de la vie humaine. Nous sommes en train d'abord de beaucoup mourir. Mais cela est dit à quoi? Le manque de protection, on ne peut pas marcher les mots, c'est lié à une incompétence. C'est une incompétence criante liée à l'absence de stratégie. Il y a crise de leadership, non pas seulement de celui qui est au-dessus du pays, bien sûr c'est à lui qui revient toutes les retombées, c'est lui qui est jugé, mais c'est généralisé. À tous les niveaux, nous assistons à une crise à une crise de leadership généralisée. Il y a des rébellions à l'est du pays, il y a maintenant au Congo, on tue les gens par les poisons, il y a l'état de siège qui a été mis par le président. D'ailleurs, on dit que même au sein au cérémonie du poison, on dit qu'on aurait constaté, certaines langues sont en train de dire que ces reins ont été foutus. Et on soupçonnerait les poisons. Ce qui est vrai, c'est que nous sommes aujourd'hui de plus en plus dans une donne nouvelle liée à l'empoisonnement, liée aux attentats aux vies humaines. Tu ne peux pas tuer un être humain, créer un tel désastre et te dire que cela est sans retomber sur ta propre vie, même si tu ne peux pas en lire directement les conséquences. Tu vois, nous allons vraiment, nous déconseillons à cœur ouvert cette habitude combien négative. Il faut que vous allez mobile, il faut que vous allez courageux ou bien courageuse. La vie c'est un combat, il faut accepter les challenges, il faut accepter le combat à tous les niveaux, le combat du leadership, le combat politique, le combat sur tous les plans. Il faut gagner par les combats et opter pour la bonne victoire. La bonne victoire ne fait pas du mal à ton compatriote, à ton frère, pour ceci, pour cela. Et cela vaut aussi pour des pays voisins qui nous entourent. Pour les voisins qui nous entourent, qui prennent du plaisir à faire du mal au Congo. Aujourd'hui d'ailleurs, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, nous avons des pays étrangers qui nous agressent, qui pillent, qui finalement sont arrivés non seulement à piller, mais aujourd'hui nous en sommes dans une zone où ils ont signé des contrats qui officialise les pillages des richesses de notre pays. C'est le président de la République, le garant de la nation. D'abord, commençant par l'Ouganda, oui. Après le Rwanda, finalement le Burundi, qui ont officialisé l'exploitation et le pillage des richesses d'un pays étranger. Et nous en sommes arrivés jusqu'au point où un pays étranger doit venir ériger les routes pour son intérêt, pour son compte, dans un pays étranger. Tu t'imagines? Vous pensez que les contrats signés par le président de la République, cela a été traité au niveau de l'Assemblée nationale? Et puis ce qui est encore grave, merci pour la question, ce qui est vraiment grave et puis inconcevable, c'est qu'il y a des questions liées la souveraineté du pays. À la souveraineté du pays, liées à l'intégrité du territoire national. Ces décisions se prennent par un individu.
C'est-à-dire, on a comme l'impression que, en Afrique en général, être président de la République, c'est avoir la plénitude du pouvoir et décider de soi-même, même sur des matières liées à la souveraineté du peuple, telle qui est aujourd'hui représentée partout par le Parlement. Des questions liées au sol. Vous n'allez pas signer des contrats avec les pays étrangers en toute souveraineté en tant que président de la République. Le pouvoir a déjà été divisé. Nous avons l'exécutif, nous avons les judiciaires et nous avons les législatifs. Tu vois, il faut avoir à l'esprit cette partition du pouvoir. Le sol, ça, c'est pas lié à l'action gouvernementale d'un